Donc pour que ça tienne en 1h30, on va le faire assez compact. Je vous propose que peut-être, sauf envie irrépressible, vous me laissez dérouler et puis après on cause. Ce que je vais vous présenter là, donc il y a du support, mais c'était également dans les échanges qu'on avait eus au préalable. J'ai essayé de faire de l'hyper concret, aussi concret et proche de. C'est même pas du terrain, c'est du. Qui a été fouillé un peu le blog ou m'a googlisé ou a été fouillé ce qu'on fait avant qu'on se voit? Ok, donc pour la plupart, vous ne savez pas ni ce que je fais ni d'où je sors. Ok, très bien. Bon, ben, vous allez peut-être voir, j'ai un dada avec vraiment les micro-choses. Typiquement, la chaise sur laquelle vous êtes assis. Ça peut m'occuper pendant des heures, voire des jours. Voilà, donc puisqu'on va parler quand même de ce qui se passe dans les bâtiments, on va beaucoup parler d'une manière qu'on a appelée design énergétique, une manière différente, pas juste pour faire l'intéressant, c'est pas l'objet, mais de cette manière différente d'aborder les questions énergétiques dans les bâtiments. Donc je vais vous expliquer d'où elle vient, comment ça se déroule, et autant que possible de vous montrer comment ça agit, comment on s'en sert aujourd'hui. Et puis vous verrez de quelle manière ça résonne avec ce que vous faites, ce que vous voyez, les cas auxquels vous êtes confrontés. Voilà, je ferai que... Et puis on voit, quoi, vous n'êtes pas non plus obligé d'être d'accord avec ni ce que je raconte, ni ce que je montre, ni comment je le prends. Ce sera super si après on voit ce qui ne marche pas aussi. Ça va? Bon, ben voilà. Alors on y va. Alors donc je vais essayer de faire 3 choses. Alors je vais peut-être aussi être un peu déstabilisé parce que comme on est sur un format d'1h30, etc., j'ai ramassé c'est un support, c'est la première fois, c'est une première. Vous êtes mes premiers publics comme ça, assez pour moi institutionnel, on va dire. C'est pas un mot très joli. Et puis c'est la première fois que je le structure comme ça. Donc, en plus j'ai plein d'écrans, ça m'attire l'œil. Donc, comment on va le prendre? On va commencer par voir d'où ça vient cette histoire de design énergétique. Ça commence par un peu de désespoir. On va commencer par voir qu'il y a des tas de problèmes énergétiques auxquels on est confronté qui sont même quasiment pas visibles. Je les ai appelés hors champ, c'est-à-dire nos outils habituels d'énergétique ne voient même pas ces problèmes-là. Donc, du coup, ça rend compliqué le fait de les résoudre. Ensuite, je vous montrerai comment, au fil du temps, du boulot dans ce secteur-là, je me suis retrouvé à devoir d'abord me construire une approche qui, moi, me semble efficace. Et puis à la fin, je pense qu'on essaiera de cogiter sur la notion de performance. C'était un des thèmes que tu avais évoqué, voilà, des définitions officielles ou moins officielles de ce qu'est quelque chose de performant. Voilà, alors ça c'est ma vie, on va le faire très court, mais c'est juste pour vous dire d'où je viens. Je viens ni du bâtiment ni de l'énergétique. Je suis ingénieur aéronautique à l'origine parce que je suis un enfant des années 80 et donc j'aimais les avions. Donc je suis allé non pas à l'école de pilote qui m'a refusé, mais à l'école d'ingénieur aéronautique qui était en face dans la rue. Mais je n'étais pas au courant, j'étais très naïf. Et en fait, comme cette école d'ingénieur aéronautique m'a dégoûté de l'aéronautique, mon premier métier, ça a été la thermique humaine. Pourquoi je suis arrivé dans la thermique humaine? Parce que tout ce que je voulais faire à l'époque, c'était alpiniste et grimpeur. Et que donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Salomon, qui s'appelle encore Salomon, même si elle est devenue bien chinoise quand même ces derniers mois. Et donc, je suis arrivé chez Salomon au début des années 2000 sur le vêtement. Et donc c'est comme ça que j'ai appris la thermique humaine. Donc, avant de faire de la thermique du bâtiment, je fais de la thermique du bonhomme et de la bonne femme aussi. Pourquoi on a chaud, pourquoi on a froid, pourquoi on transpire à certains endroits et pas d'autres, est-ce que les femmes ont vraiment plus froid que les hommes, etc. etc. Ça, c'était la première partie de ma vie. Et en parallèle, j'ai toujours eu une carrière artistique, dont on reparlera peut-être à la fin. On verra. Donc ça, c'est l'histoire. Et il faut que je me mette là parce que comme ça, je saurai le slide d'après. Ça fera des transitions habiles. Bien, donc je viens de là et j'ai basculé dans le monde de l'énergie et du bâtiment en 2005-2006. Entre autres, après avoir vu les merveilles de la mondialisation dans l'industrie du sport. Voilà, c'était chouette. Et je suis rentré par les gens de l'ASDER, entre autres, que vous connaissez probablement, qui sont Espace Info Énergie, de la Savoie, chez qui je me suis formé. C'est là que j'ai croisé les gens de Négawatt également. Et puis voilà, après l'histoire, ça suit son cours. Bien.
Et c'est là que je me suis dit, eh bien, puisque mon monde d'avant ne me va pas, je vais maintenant faire bureau d'études, pour faire simple, dans l'énergétique du bâtiment. Et donc, comme ce n'était pas non plus mon métier de départ, c'était ni mon métier de départ, ni mon milieu de départ, j'ai commencé par apprendre ce qu'on apprenait. Avec cette question qui est, qu'est-ce que c'est l'énergie ? Au sens courant. Et donc, je vais commencer, comme je fais à chaque fois, par vous poser cette question, puisqu'on va parler que de ça, tout le temps. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'énergie ? Si quelqu'un a une réponse. La grandeur qui permet à un corps de passer d'un état à un autre. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu as comme formation initiale ? Ingénieur. Ah ouais. Ouais, ok. Ça parle à tout le monde ? Moi, je te comprends. Ok, d'autres définitions ? Donc la grandeur qui permet à un corps de passer d'un état à un autre. Ceux à qui ça parle pas ? Ceux à qui ça parle pas ? Une définition de cette chose ? On va parler que de ça, donc c'est important qu'on se mette d'accord. C'est un grand moment de solitude en général. Ça fait drôle parce qu'on en parle quand même beaucoup. Et quand on se demande ce que c'est, on se dit, zut, quand même. L'énergie, c'est quelque chose qui est assez immatériel, en fait. C'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Et je remercie d'avance Roman Aglo d'apporter une réponse très... Après, ne truande pas, donne-moi une définition, j'ai juste demandé une définition. Non, mais bon, on est obligé de respecter, une certaine idée de ce que sont les services de l'État. C'est surtout quelque chose qui est assez difficile à appréhender, mais c'est quelque chose qui nous est essentiel. Et peut-être qu'au lieu de la définir par ce que c'est, j'aime aussi le définir par ce à quoi ça sert. C'est ce qui nous porte tous dans tous les domaines. On a besoin d'énergie pour vivre, on a besoin d'énergie pour avancer, on a besoin d'énergie pour à peu près tout ce qui nous intéresse, dans notre fonctionnement interne et dans le fonctionnement autour. Donc peut-être que la définition que j'en aurais est d'aller sur son usage plutôt que sa qualité. On n'a pas répété. Je vous garantis qu'on n'a pas répété. Alors, il y a la tienne. C'est presque rassurant, en fait. Voilà. Moi, je suis comme toi. À un moment, je me suis dit... Alors, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'en plus, c'est une notion extrêmement récente. Ça a été l'énergie telle qu'on la manipule. Je vais essayer de ne pas trop faire de digression quand même. Mais tel qu'on va en parler, là, quand on parle dans les bâtiments, économiser, compter, etc., c'est un truc qui date de la révolution industrielle. Ça a quasiment été un outil de propagande, ce truc-là. Avant, on ne parlait pas du tout d'énergie, on n'avait pas de problème énergétique d'ailleurs, ce n'était pas quelque chose à quoi on s'intéressait. Mais effectivement, les définitions pratiques nous sont quand même d'une plus grande aide. Donc, par exemple, il y a celle-là, c'est ce qui nous permet d'agir sur le monde. Et moi, il y en a une que j'aime bien, qui est celle que j'utilise en fait, vous allez voir de quelle manière. On utilise l'énergie, donc nous, déjà, on l'utilise, nous les humains, on regarde notre nombril, pour combler l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on veut. Et, alors, c'est pas très carré, celle-là, bon, mais je trouve que c'est assez efficace. Par exemple, je suis ici, le cookie est là-bas. Eh ben, il y a un écart entre ce que j'ai là, parce que j'ai pas de cookie, et là-bas, il y a un cookie. Je vais mobiliser de l'énergie pour me déplacer. Je lui ai dit que je faisais des choses triviales. Et ça, vous pouvez l'appliquer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous a quand même servi à coloniser le monde, quand même. À arranger l'environnement autour de nous, à arranger le monde pour qu'il nous convienne. Voilà. Donc, ça, c'est également valable. Ça fonctionne également dans les approches conventionnelles. Alors, pour les énergéticiens, ça prend un peu cette forme-là. Vous avez déjà vu ça ? Oui, vous avez été picousé. En plus, c'est la région ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un diagramme de Sankey, c'est celui qui vient de l'association Négawatt. C'est une manière simple, mais ça résume beaucoup de choses sur un seul graphique. J'adore ce graphique. Ça nous parle de ce à quoi ça sert. Alors, au sens classique, comme l'explique Négawatt, il y a 3 grandes familles de services énergétiques, les services. La chaleur, la mobilité, les usages spécifiques de l'électricité. Bon, on fait des grands paquets de ce à quoi ça nous sert. Et puis, au milieu, on fait plein de transformations. Et en amont, on a tout ce qu'on appelle les ressources primaires, donc les énergies, les ressources qu'on va prendre dans la nature. Voilà. Donc, nous, on fonctionne comme ça. On prend des choses dans la nature
qui ont trait à l'énergie, on les bricole, on les transforme, on les fait passer dans tout un tas de choses pour que ça nous serve à faire des trucs à la sortie. C'est très simple quand même. Ça va ça? Qui n'est pas du tout énergéticien dans le... Bien. Ok. Ah oui, ok. Ça va? C'est compréhensible ça. Ok. Bon. Donc ça, et alors ça, c'est vraiment l'approche la plus classique. C'est également pour ça que tout à l'heure je l'ai dit, je suis plutôt très de terrain et moins sur des approches que je qualifierais d'institutionnelles, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de transition énergétique, de politique, d'organisation, etc. Ça, c'est vraiment une vue panoramique, c'est à l'échelle de la France, ça. En 2000, je ne sais plus à quelle date il avait fait, 2005, quelque chose comme ça. On a souvent plutôt une vue de planification. D'accord ? Mais ça, c'est pas très concret, ça, quand même. De se dire, on va puiser des ressources et on va faire de la chaleur, etc. Au quotidien, on a des problèmes un peu différents. Et ces approches-là, qui sont des approches classiques, on aura l'occasion de recreuser un peu ce que j'entends là-dessus, nous ont amené aujourd'hui à 3 types de problèmes. Je vous les balance comme ça, et puis on va les creuser. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas dans le monde réel. Le monde réel, donc c'est 3 problèmes qu'on va discuter aujourd'hui. Le monde réel, c'est celui de là, aujourd'hui, maintenant. C'est avoir suffisamment chaud dans cette pièce. C'est que vous puissiez entendre ce que je dis. Ça, ce sont des problèmes du monde réel quotidien. Et en plus, dans des approches telles que celles que je vous ai montrées au-dessus, il y a des problèmes entiers qui restent hors champ. Par exemple, allez, je l'anticipe un petit peu. Ça fait plusieurs années qu'on travaille, par exemple, sur les concerts de musique actuelle. Du point de vue d'un énergéticien, un concert de hip-hop, avec 800 personnes dans le public, ce n'est que du bruit et de la lumière. Vous voyez qu'il y a un décalage. Ça ne résume pas l'ensemble du problème. D'accord ? On ne fait pas que manipuler du bruit et de la lumière quand on fait un concert. Donc il y a des sujets importants sur ce. On a dit l'énergie, c'est ce qui nous sert à faire des choses. On ne peut pas dire quand même que quand on utilise de l'électricité pour alimenter un concert, ça nous sert juste à faire du bruit et de la lumière. C'est un peu vache. Quoique des fois, c'est pas si loin non plus. Donc ça, c'est le premier problème qu'on a. Ce qui fait qu'on a tout un tas de problèmes auxquels on est confronté qui ne sont pas adressés. Alors là, je vous en donne un, puis je vous mets quelques exemples qu'on va suivre pendant l'heure et demie qu'on va passer ensemble. Par exemple, le cas de la banque d'accueil. Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà vu ? Vous avez déjà vu ça, dans les bâtiments soit que vous suivez. Bon, ces personnes-là, en général, elles ne sont pas contentes. Oui. Oui. Souvent, alors là, on a mis un grand bâtiment. Vous voyez le truc, le grand hall, avec des gens qui sont là. Et si vous creusez un petit peu les démarches classiques, on dit, ah bah ok, alors d'habitude, on fait de la thermique du bâtiment, donc un grand volume, bah, si on veut améliorer le truc, bah, faut augmenter... Donc elles disent, bah, il faudrait augmenter le chauffage. Mais monter le chauffage, c'est un grand volume. Donc pour que ça consomme peu, il faudrait isoler. En même temps, isoler un hall, on voit bien que ça ne se fait pas. Donc il y a des trucs qui ne marchent pas. Okay ? Ce qui fait que ça fait un paquet d'années que les gens derrière les banques d'accueil ont froid et râlent. Je donne un autre exemple, c'est le gymnase. Vous en avez des gymnases sur vos territoires. Voilà. Le gymnase, c'est pas très simple. Et on va le recreuser également. Toi, tu dis oui. Qu'est-ce qu'il y a par exemple comme problème dans les gymnases qu'on n'arrive pas à régler ? C'est pas le même confort qui est souhaité par les sportifs qui jouent dans le terrain et les spectateurs qui sont dans le terrain. Et alors comment on fait ? Comment on fait ? On peut comme la banque d'accueil, c'est pas simple. Voilà. On a notre approche habituelle de thermique du bâtiment, elle bute un peu sur le réel. Hein, à part dire aux gens, bah, mettez un pull quand vous allez sur les gradins, enfin, c'est un peu court, quoi. Ah, j'en avais un troisième, mais je vous le remettrai après. On en a un troisième. Ok. On a un deuxième problème, c'est que ça se vend pas bien. Quand je pense que ça se vend pas bien, c'est les gens ne se ruent pas chez vous en disant oh, on voudrait absolument être comme des dingues sur la performance énergétique, aidez-nous, on y va, c'est notre priorité absolue. Vous voyez, on est plutôt ça rame un petit peu quand même. Le thème du genre comment convaincre d'engager une transition énergétique, comment convaincre d'avoir des bâtiments passifs. Vous voyez, c'est pas gagné d'avance, quoi. Bon. Et puis on a un troisième, que moi j'y ai été confronté perso et puis je le vois beaucoup, c'est rapidement déprimant, ces sujets énergétiques.
pour ça. C'est-à-dire, on a l'impression, si vous côtoyez des bureaux d'études ou des gens qui bossent vraiment sur le sujet, bon, notre univers, c'est un peu ça aujourd'hui, hein, c'est faire des audits, des rapports, des DPE, des calculs, des trucs. Et alors moi, je l'ai fait quelques années, puis rapidement, ça m'a fatigué. Et il se trouve que là, depuis, entre autres, qu'on raconte des choses sur les blogs et les réseaux sociaux, on a tout un paquet de gens qui viennent, qui dépriment dans leur boulot. Typiquement, des trentenaires. On a vraiment une génération entière de gens qui sont dans des bureaux d'études, des gens qui voulaient sauver le monde, quoi, faire des trucs, des choses vertueuses, et qui disent mais ça ne va pas. Enfin, ce qu'on fait n'a pas tout à fait l'air de coller avec la vision que j'en ai. Voilà. Ça fait quand même 3 gros problèmes. C'est-à-dire, on a un truc qui marche pas très bien, dont pas grand monde semble vouloir, je caricature, mais à peine, et qui rend dépressif les gens qui voudraient bosser dedans. Ça va jusque-là? Ok. Rassurez-vous, l'espoir est là. Bon, ce qui fait que pour moi, 2015, donc 2005, je me reconvertis, 2015, j'ai fait 10 ans à peu près de bureau d'études en thermique, plutôt comme ça, en conception de bâtiments. 2015, tout explose. On arrête tout, la boîte coule, j'en profite pour divorcer, enfin voilà, tout va bien, j'avais 40 ans, on va en profiter. Voilà. Et donc, en 2017, on recrée avec Amélie une structure qui s'appelle un cube. Je vous la présente rapidement. Ça, c'est la tagline. Voilà. On crée un cube pour élaborer, appliquer et transmettre une pensée énergétique adaptée aux enjeux du XXIe siècle. Rien que ça. Voilà, c'est très immodeste, mais on s'en fout. Enfin, voilà. Pourquoi? Pour dire, finalement, c'est la manière de penser les phénomènes énergétiques et de penser l'énergie qui nous a hérité de la révolution industrielle, qui nous a amené là où on en est. Ce truc-là est à bout de souffle, ça ne marche plus, donc il faut faire autre chose. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc concrètement, on fait ça. On fait élaborer, appliquer, transmettre, j'en reparlerai un petit peu à la fin. J'écris beaucoup, c'est pour ça qu'il y a un blog et des trucs pour construire le modèle, qui maintenant commence à se stabiliser quand même. On applique en faisant, pour le dire rapidement, bureau d'études, et on fait de la formation. Bon. Et donc, ce dont on va parler, c'est pas le but que je vous vende un cube aujourd'hui. Pour ça, je vous l'épargne. Le cœur de ça, c'est ce qu'on a appelé le design énergétique. Donc ça, c'est l'aspect opérationnel, c'est la méthode. C'est comment cette pensée peut devenir un outil pour aborder les questions énergétiques dans les bâtiments. Okay. Et donc, avec cette pensée, je vais vous montrer comment on se coltine les 3 problèmes que je vous ai évoqués. Donc le plus gros, quand même, c'est que ça ne fonctionne pas dans le monde réel. Qu'est-ce que ça veut bien dire? On reprend. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Ça. Ok, je vous refais le coup. Qu'est-ce que c'est que l'énergie, alors? La transformation d'un état. T'as bien aimé la sienne, en fait. Une force qui met en mouvement. Ah, ça c'est bien, on n'avait pas celui-là. Qui a dit une force qui met en mouvement? C'est pas mal, force en mouvement, c'est l'étymologie. C'est ce dont on a besoin pour aller chercher un cookie, par exemple. Ok. Donc c'est le truc qu'on utilise pour combler l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on veut. Pour le moment, j'ai rien changé. Ça marche toujours dans une démarche conventionnelle. Ok. Nous, on l'écrit comme ça. Alors, les ingénieurs et les apparentés reconnaîtront un bout du premier principe de la thermodynamique, force en mouvement. L'énergie, ça peut être de la chaleur, ça peut être du travail. Alors, quand j'étais jeune, je disais de l'amour. Mais en fait, c'est une manière de présenter, vous savez, je vous ai montré le scénario négawatt en disant il y a de la chaleur, de la mobilité et de l'électricité spécifique. C'est souvent comme ça qu'on le voit. Dans le design énergétique, attends, il manque une animation. Ah, il manque une animation. Je vais vous le dire en bas. On classe. Hop. Attendez, ou alors je me suis trompé. Je vérifie parce que. Ah oui, j'ai remixé. Ok. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Parce que c'est là que se trouve l'embranchement. Ça, on peut quasiment encore l'utiliser en énergétique conventionnelle. Et vous m'avez entendu utiliser ce terme d'énergétique conventionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a 2 mondes. Il y a le monde administrativo-conventionnel. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Administrativo, je suis déçu. Voilà. Non, on comprend très bien. Ça va? On comprend très bien. C'est celui-là, et sa caractéristique. Donc c'est celui qui est fait pour dire ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Voilà, en gros. Et pour positionner sur une échelle de performance.
Mais ce qu'on dit rarement, ou ce qu'on oublie en fait facilement, c'est que pour pouvoir faire ça, pour pouvoir classer les choses entre elles, et évaluer lesquelles sont autorisées, pas autorisées, soutenues, etc., il a besoin d'établir des conventions. Une convention, c'est quelque chose qu'on fixe pour comparer les choses sur un pied d'égalité. Par exemple, les voitures sont comparées sur les mêmes cycles. C'est juste les moteurs d'ailleurs. On dit que ces voitures consomment 4,5 litres en cycle urbain. Ouais, et elles ont toutes le même protocole de test. Ça ne gêne personne de se dire, en fait, on ne suivra jamais ce cycle urbain. Personne ne conduit jamais comme ça. Mais ce n'est pas fait pour. Ce n'est pas le but. Sur les bâtiments, c'est pareil. Ça, le DPE, que vous voyez affiché sur tous les bâtiments, ou pour tous les logements, pareil, il repose sur des conventions. On fixe les choses fluctuantes pour comparer les bâtiments entre eux. C'est ce qui nous permet de dire qu'un bâtiment consomme tant. On fixe quoi? On fixe les choses qui fluctuent, qui sont deux choses, le climat et les gens. On dit, un logement, c'est un logement. Ils vont tous vivre à 19 degrés quand il y a quelqu'un et à 16 quand il n'y a personne. Voilà. Ça n'est jamais le vrai monde, mais c'est pas grave, ça permet de comparer. Vous avez compris l'esprit. Okay. Le problème qu'on a avec ça, c'est juste que c'est devenu le modèle dominant, hyper dominant. En fait, c'est le mode de pensée, ça a structuré le mode de pensée sur des conventions. C'est utilisé pour façonner le monde réel. D'accord ? Comme si on vivait ensuite dans ces conventions-là. Mais c'est pas vrai. Et à côté de ça, il y a le monde réel. Et dans le monde réel, la vraie question, c'est pas de savoir si ça consomme 4,5 litres au 100 en cycle urbain, c'est de savoir si je vais arriver à la prochaine pompe. Qui est un problème un peu différent. C'est le problème de savoir, quand je vais là voir le film en plein air, comment je m'habille, est-ce que je vais avoir froid, est-ce qu'il faut emmener des cookies, des boissons chaudes, des couvertures, ça c'est le vrai monde. Vous voyez la distinction des deux? C'est là qu'il y a l'embranchement. Et c'est là qu'on se dit, les problèmes énergétiques qu'on a, c'est les problèmes du monde réel. Et quels sont les problèmes énergétiques qu'on a dans le monde réel? Ils sont de trois sortes. Et ils sont pas tout à fait, on ne les formule pas tout à fait en chaleur, mobilité, électricité spécifique. Nous, on les formule comme ça. Alors, je ne vais pas approfondir beaucoup ces trucs-là, parce qu'on va surtout parler de chaleur, parce qu'on parle de bâtiment. Tout ce qui est lié au chaud et au froid, mais ça date du Moyen-Âge, hein, ça. Enfin, c'est pas nouveau. Hein. Avoir chaud, avoir froid, faire fondre des métaux, faire cuire du pain, avoir des glaçons dans le pastis, voilà, tout ça, c'est les problèmes de chaleur, du monde réel. Il n'y a pas de moyen administrativo-conventionnel sur les glaçons dans le pastis. Un des articles qui a le plus de succès sur le blog, c'est celui sur la manière d'obtenir une bière fraîche. C'est un vrai problème énergétique important. Un problème énergétique, je vérifie à quel point je peux faire des digressions. Hein. Un des problèmes fondamentaux qu'on a dans les salles de musique actuelles, je reprends cet exemple, c'est que l'économie d'une salle de musique actuelle repose pour un quart à peu près, pour une soirée, sur... Et plus précisément, la bière, qui se sert pendant les 30 minutes de l'entracte. Si à ce moment-là, la bière mousse, on flingue le budget de la soirée. Ce qui fait que les gens sont tellement angoissés qu'ils laissent tourner les tireuses tout le temps pour ne pas risquer d'avoir de la bière tiède. Ça, c'est le monde réel. C'est un problème de chaleur. On a par ailleurs des problèmes d'énergie mécanique, pas que de mobilité. Vous voyez, dans le négawatt, c'est expliqué en mobilité. C'est pas que transporter des personnes et des marchandises. C'est également l'énergie mécanique, c'est tout ce qui permet du mouvement. Donc ça peut être déformer une tôle, percer un trou pour accrocher un tableau, etc. etc. D'accord ? Tout ça, c'est l'énergie mécanique. Et la troisième sorte de service, de choses pour lesquelles on utilise de l'énergie, il vous surprend peut-être ce terme, information-conscience. On pourra débattre après, en mangeant. C'est pour faire passer une idée d'un cerveau à un autre. C'est ça. C'est-à-dire que toute cette énergie-là qu'on fait passer dans l'ordinateur et tout ça, son efficacité est liée au fait que j'ai fait passer une idée de mon cerveau au vôtre. Ça sert à ça. La lumière, l'éclairage, qui est un truc en général en classe dans l'électricité spécifique, ça sert à quoi d'éclairer? Ça sert à voir. C'est vraiment des choses très triviales. Ça sert à quoi de voir? Ça sert à choper l'information. Ça sert à rien d'éclairer quand on a un public d'aveugles. Il faut trouver autre chose. Donc on utilise, par exemple, de l'énergie sonore. Okay. On ne fait que ces trois choses avec de l'énergie.
Je vous laisserai méditer. Alors ça, vous avez de quoi dormir dessus. Ça. Mais concrètement, c'est à ça qu'on va être confronté. Ah oui, voilà, il est là. Ok. Ça va? Allez, je vous demande quand même une question, réaction, interrogation, quelque chose là-dessus? Non. Un bâtiment, c'est un empilement de services comme ça. Mis côte à côte à plein d'endroits différents. Oui, juste quand vous disiez voir, en fait, c'est même les 5 sens. Le sentir aussi, ressentir la chaleur, Oui. tout ça en fait. C'est pas seulement voir en fait. Tout à fait. Transmettre l'info, c'est ressentir aussi les choses. Oui, tout à fait. En fait, là, c'est le domaine. Alors, c'est tout un vaste champ. Bon, je ne pense pas qu'on va l'explorer aujourd'hui. Mais c'est aussi, dire, à partir du moment où on va toucher au niveau de la conscience, on sort du domaine des sciences dures. Ça ne plaît pas du tout aux thermiciens et aux énergéticiens. Enfin, c'est pas que ça ne plaît pas, c'est qu'on n'a pas les outils pour ça. J'ai pas les outils pour savoir si mon idée est passée chez toi. C'est pour ça qu'entre de l'information, c'est un truc très pratique, parce que l'information, ça peut se compter. On peut compter des bits d'information dans un réseau Internet. Donc on peut calculer d'une certaine manière une consommation. Alors ça aussi, ça nous emmènerait loin, mais on aime les choses qu'on compte, parce que ça permet de les compter. Voilà. Mais l'efficacité de transmission d'une idée, ça, je ne peux pas le compter directement. C'est indirect. Donc ça échappe, ça nous échappe. Or, nous, les gens qui manipulons l'énergie, la science, etc., on aime les choses qu'on peut compter et mesurer. Donc là, ça ouvre une brèche, vraiment, qui est pas simple. C'est un vrai changement culturel. L'énergie, elle est pratique et simple. C'est-à-dire? Je sais pas, vous prenez l'exemple de la voiture, on ne va pas la conduire de la même manière. Dès qu'on commence à parler d'économie d'énergie dans un bâtiment, on va commencer à dire il faut arriver. Oui. On va s'intéresser aux pratiques des gens. Oui. De par leur fonctionnement de leur groupe. Ça se mélange. C'est là que ça se mélange. Quand on dit par exemple, alors, je me demande si je n'ouvre pas un peu trop déjà, mais quand on dit finalement il faut informer les usagers du bon usage d'un bâtiment, on peut tout à fait le mettre dans ce cadre théorique-là, en disant il faut utiliser de l'énergie pour un service information conscience qui va nous faire économiser sur un service de type chaleur, par exemple. On peut aussi avoir une conscience différente de la chaleur, en fait. Ouais, on en parle à la fin. Va pas me spoiler la fin de la présentation. Oui, ça ouvre aussi ça. On parlera après de la pertinence de l'indicateur température. L'énergie qui sert à agrandir pour une plante ou pour un humain, plutôt que de monter dans l'énergie mécanique. Il y en a une quatrième qui n'est pas là. Parce qu'en général, on ne la manipule pas. Mais à certains endroits, dans les formes, alors, quand on fait les formations, elles durent 6 mois. Le premier service, tu peux agrandir ça, ce premier principe de la thermo, depuis Einstein, on sait que matière et énergie sont les mêmes choses. Donc tu peux agrandir un peu ce mode de pensée en disant une partie de l'énergie peut être consacrée aussi à créer de la matière. Voilà. C'est un peu ce genre de modèle. On a des énergies potentielles chimiques, par exemple une batterie de véhicule électrique, hein, c'est un stockage chimique avec une conversion électrique qui permet de l'énergie mécanique. Donc ça peut s'intégrer. Là, c'est le service. Et tu peux mettre la matière dedans, tu peux l'élargir. Souvent, ça déstabilise suffisamment ça pour que j'en rajoute. Ça va? Tenez le coup? Bon, après, on va refaire du pratique. Là, c'est le plus ésotérique qu'on puisse faire. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit, voilà, quand on s'intéresse à l'énergie, on s'intéresse à ces différents services-là. Ah, donc les animations. Je vous ai mis un échantillon de choses auxquelles on peut s'intéresser avec cette méthode du design énergétique. Donc ça déborde largement le bâtiment. Alors je vais parler de la bière. Voilà. Ça, c'est par exemple, si vous allez vous promener un jour sur le blog, vous verrez qu'il y a des articles sur tous ces sujets-là. Alexandre, t'aimes beaucoup l'église, toi. Pas que. On reparlera. On pourra en reparler. Le lavage du linge, par exemple, qui est aussi un truc pour lequel on utilise de l'énergie. Le fait de se sentir bien avec une combinaison de sang quand on va faire du surf, etc. etc. Tous ces trucs-là, ce sont des problèmes énergétiques. Alors, comment est-ce qu'on peut bien faire pour
étudier tous ces objets-là avec un même outil. Ça commence par la méthode. En fait, c'est la méthode qui est une constante. Une méthode qui peut s'appliquer à n'importe quelle situation, à n'importe quel objet, à n'importe quel problème énergétique. Donc, le design énergétique, c'est une méthode, et ce qui la caractérise, c'est d'abord le point de départ. Et ça, c'est la plus grosse chose. C'est probablement la plus grosse différence par rapport aux méthodes conventionnelles. Pourquoi ? Parce que dans une méthode conventionnelle, on ne se pose plus jamais la question du problème à résoudre, puisqu'il est prédéfini. C'est la convention qui le définit. Ça va ? Ok. Alors nous, on appelle ça la cartographie énergétique. Vous pouvez noter cette définition. Ce qu'on appelle poser le problème énergétique. Il nous faut une description minutieuse, voire maniaque, géographique et temporelle des services qui doivent être rendus. Ça paraît un peu technique comme ça, mais en fait, c'est hyper trivial. Souvent, ça consiste juste à dire ce qu'on veut. Ce qui n'est pas si simple. Alors, on va le faire. Plutôt que de vous d'abord, voilà, la salle de classe. Sur la plupart des communes, il y a des écoles, hein, quand même. Alors, déjà, je vous fais remarquer une chose, j'ai mis la salle de classe, je n'ai pas mis l'école. Il y a un changement d'échelle, on ne va pas s'approfondir, mais vous le verrez partout. On ne travaille jamais à l'échelle du bâtiment. On travaille à l'échelle de la personne, voire de la pièce. Donc c'est l'échelle toujours inférieure. Pourquoi ? Parce que c'est ça notre échelle à nous. Quand je suis ici, ce qui se passe dans la pièce d'à côté, ça ne me concerne pas. Ça me concernera peut-être plus tard quand j'y serai. Mais à ce moment-là, moi, je n'ai pas de demande sur le service d'à côté, sauf si j'ai stocké ma bière et que je veux qu'elle soit au frais quand j'irai la chercher. Donc, la salle de classe. Qu'est-ce qu'on veut dans une salle de classe ? On y va, là, on décrit le service à rendre. Hein. Une bonne acoustique. Ok. Alors, la première chose que tu veux, on va faire simple, hein, on va faire de la thermique, hein, de la thermique de base. Qu'est-ce que vous voulez dans une salle de classe ? Chaud, mais pas trop. Comment ? Qu'il fasse chaud, mais autant des enfants. Ouais. Donc, il y a une histoire autour de température et de bien-être. D'accord. Ça, c'est une... Ok. Vous avez un niveau de service. Maintenant, dans la définition géographique et temporelle. Donc, toi, tu as mis au niveau des enfants. Hein, ça peut être aussi au niveau de l'institut, etc. Ok. Temporel. Quand ? Quand il y a des enfants. Quand il y a des gens dedans. Question, ça fait quelle partie du temps ? Sur l'ensemble de la vie d'une salle de classe. Ça fait fort peu. Ça fait moins de 20% en fait. C'est quasiment toujours vide, une salle de classe. D'accord ? Donc, il nous reste à poser le problème énergétique sur... Vous ferez le calcul, vous prendrez... Alors, je l'ai plus de tête, je crois que c'est 130 jours de classe. Je crois. Je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, puis trop de pression à venir vous voir. Vous prenez le nombre de jours de classe, vous mettez le nombre d'heures de classe là-dedans, vous divisez par le nombre d'heures qu'il y a dans une année et vous tombez à moins de 20%. J'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps pour une salle de concert. Une salle de concert très occupée, c'est moins de 2% du temps. C'est ça que j'appelle les problèmes hors champ. Ça veut dire que le principal usage d'une salle de classe, c'est d'être vide. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qui doit se passer quand la salle de classe est vide ? Du point de vue énergétique. Comment ? Consommation zéro. Okay. Si on le fait très simple, c'est ça. Il n'y a pas spécialement de service à rendre, mais donc du coup, comme il n'y a pas de service à rendre, ça ne devrait rien consommer. Et ça, c'est 80% du problème. Et vous avez quand même le petit truc à creuser après quand on fait de la réflexion, quand on fait de la conception, c'est que par contre, donc, si on le schématise, vous avez 80% du temps, il n'y a rien, ça ne doit rien consommer, et 20% du temps, vous avez un niveau de service. Donc ce serait typiquement un créneau. C'est-à-dire s'il fait moins 3 degrés à 8h moins 2, ce n'est pas un problème. Par contre, à 8h, il faut qu'il fasse la température qu'il faut pour que ce soit bien. Okay ? Donc il y a une gestion des transitoires. C'est un vrai problème, une vraie difficulté. Mais le truc typique, et ça vous pourrez le voir partout, par exemple sur les débats sans fin dans les repas de famille, c'est vaut-il mieux laisser la chaudière allumée quand je m'en vais ?
est-ce que ça consomme moins, ça consomme moins bien, etc. Tous ces trucs-là, quand vous placez du point de vue du service, c'est réglé. Quand il n'y a personne, il devrait y avoir 0 conso. Demandez-vous si, là, en ce moment, quand vous êtes dans cette salle, normalement chez vous, vous n'avez pas de besoin Internet chez vous. Est-ce que vous avez une consommation Internet nulle chez vous, maintenant? Oui, parce que vous êtes des gens... Vous bossez dessus, vous. Voilà. Mais typiquement, par exemple, la nuit, quand on dort, conso électrique, ça devrait être nul. Chez moi, j'arrive pas à descendre en dessous de 5 watts. Ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà faible. Mais j'arrive même pas à l'avoir à 0. Quoi. Bon, il y a des services qui sont masqués. Il y a des services. Donc après, on en trouve. Par exemple, le détecteur de fuite sur les lave-linges, par exemple, ceux-là, on les connaît peu quand même. Il y a toujours, dès que tu as un lave-linge branché à l'eau, a priori, il y a une conso pour détecter, il y a un truc qui détecte les problèmes d'eau, ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. Mais tu n'as plus de sécu. Voilà. Bon, après, quand on en est là, ça va. Mais je connais des gens qui n'arrivent pas à descendre en dessous de 150 watts de veille. Enfin, ils me disent ça. Ok, bon, on revient à la salle de classe. Vous avez compris le principe? Description minutieuse, géographique et temporelle. On regarde tout. Ok? Ça, c'est pas la convention, ça. C'est le monde réel. Alors, la banque d'accueil. J'ai pas dit le hall, j'ai dit la banque d'accueil. Quel service doit être rendu? Ça dépend pour qui. Alors, pour ces gens-là, par exemple. Comment on pourrait imaginer, qu'est-ce qui serait bien qu'on leur fournisse? Bon, qu'ils se sentent bien. Quoi. Comment vous savez que quelqu'un se sent bien? Et il râle pas trop fort. Souvent, le bon indicateur de confort, c'est le décibel. C'est mieux. Quand les gens râlent pas, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, et combien de temps? Donc ici, à cet endroit-là, pas ici, elle ne travaille pas là, hein, elle travaille là. Okay. Pendant la durée du temps de travail où elles sont là, les horaires d'ouverture. Okay. Là, on est déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas un problème de thermique du hall. On a un problème de confort de ces personnes. On verra comment ça se résout. Pour ces gens-là, donc elle, c'est 8 heures par jour, probablement, enfin quelque chose comme ça. Mais ces gens-là, qui sont dans le même espace, eux, ils veulent quoi? Alors, premier service, l'information, éventuellement. dont l'une des modalités est de mettre des gens en face, mais enfin les bornes d'information, c'est très bien aussi. Hein. Ça fait moins de frais de personnel. Ce qui résout les problèmes de confort du personnel. C'est pas une blague, je l'ai vu en vrai. Mais combien de temps il reste ces gens-là? Description géographique et temporelle minutieuse du service dont être rendu pour ces gens-là. 10 minutes dans le hall, ouais, déjà ça commence à faire. Hein. C'est qu'on a raté le truc. On voit bien que c'est pas tout à fait la même chose que avoir une situation de confort pour des gens comme ça qui sont plutôt statiques pendant 8 heures en situation de travail, c'est pas la même chose que quelqu'un qui traverse et qui va passer entre 30 secondes et 3 minutes dans une certaine ambiance. Ce n'est pas le même problème. Pourtant, tout ça est dans le même volume. Donc on voit bien qu'avec la thermique du bâtiment, ça va être compliqué quand même. De dire il faut isoler, il ne faut pas isoler, il faut mettre des radiateurs, il faut faire des trucs et des machins. On voit qu'il y a une brèche. En tout cas, on sait ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces gens ne râlent pas? Hormis le service information, service confort pour ces gens-là. Qu'est-ce qui est acceptable? Il faudrait qu'il fasse trop chaud. Ouais, pendant 2 minutes ou 3 minutes. J'en connaissais des cas où il fait trop chaud dans un hall comme ça et on ne peut même pas y rester. Supermarché, c'est un peu plus long le supermarché. Mais ok. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Donc c'est les inconforts locaux. Effectivement. Donc on voit une catégorie de problèmes qui est en général pas adressée, qui sont les choses très transitoires, qui n'existent pas dans la thermique du bâtiment. Alors le gymnase, on y revient. Donc on avait vu, il y a 2 trucs particuliers. Qu'est-ce qu'on veut ici? Pas trop chaud quand on joue. Ah, quand vous faites quoi? Comment? Comme quoi, par exemple? Parce que vous vous dites pas, tiens, je vais aller au gymnase, dépenser un peu d'énergie, ça va être cool.
On fait vraiment du monde réel. Hein. Quoi par exemple? Selon le sport. Oui, comme quoi par exemple? Pareil, si c'est du hand, Oui. si c'est du volleyball. Ok, d'accord. En de volleyball, ça va. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait dans un gymnase comme ça? On fait du yoga. Et voilà, et le problème, c'est que maintenant les gens font du yoga. Voilà. Et qui vous disent, ben moi, je dirais le machin et tout ça, et voilà. Ça sert à ça la description. C'est ça la cartographie. Oui, mais quelque part, s'ils font du yoga, ça veut dire qu'ils utilisent plus le bâtiment. Parce que s'il n'était réservé tout à fait. qu'au hand et qu'au foot, tout à fait. Utiliser encore moins oui. de temps. On est en train de découvrir qu'on a un objet qui est là pour rendre un service, et que le service n'est pas défini pareil selon les plages temporelles. Question, est-ce que c'est adaptable ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, on n'est qu'à poser le problème. Mais on voit que sur le planning, il y a écrit yoga, puis foot en salle. Comment? Ouais, après on change. Voilà. Là, ça y est, vous êtes parti. C'est ça qui est bien en fait. Une fois qu'on a posé le problème, quand même, ça s'ouvre. Voilà. Ok. Donc là, il se passe des choses diverses, parfois très actives. Donc, il y en a qu'on dit quand même. On sent bien qu'il y a un truc autour du niveau d'activité quand même. Oui? Faire du volley, c'est pas comme faire du yoga. Qu'est-ce que ça change? Statique ou pas? Qu'est-ce que ça change? On a l'énergie thermique individuelle. On est d'une chaudière. Est-ce que c'est un problème de thermique du bâtiment? Non. Voilà. Et là, dans les gradins, quel problème? Oui, c'est un peu différent quand même. Oui, ok, les plages peuvent être plus réduites, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, quand il n'y a personne, au moins que ça ne coûte rien. Et quand il y a quelqu'un, qu'est-ce qui caractérise les gens sur des gradins? Ils sont assis. Et en plus, ils sont de mauvaise foi. Ils sont assis. Qu'est-ce que ça change d'être assis? Oui, il y a encore autre chose. Il y a une histoire de fesses. Ils peuvent avoir froid aux fesses. En tout cas, il se passe quelque chose au niveau des fesses. Des choses avec lesquelles on est en contact. Ce qui n'est pas le même cas quand c'est pas pareil quand on est debout. Est-ce que c'est un problème de thermique du bâtiment? Non. C'est un problème de thermique des fauteuils, éventuellement. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Alexandre, qui est fan de l'article sur la messe, par exemple, sait qu'il y a un truc avec les bancs dans les églises. Pourquoi? Parce que ce sont des bancs en chêne. Et que le chêne, c'est le bois le plus effusif. C'est-à-dire c'est celui qui vous pompe la chaleur le plus vite de tous. Pas de chance. De là à évoluer vers le gospel, vous voyez, ça nous emmène. Ok, donc vous voyez ce truc de poser le problème, une fois qu'on chope le réflexe, ça va assez vite. Mais c'est pas si facile parce qu'on n'a pas l'habitude. D'abord, on fait vite compliqué. Vous voyez, on utilise finalement, on aime bien utiliser des termes techniques. Alors juste, on est assis, ça fait froid aux fesses. Ça nous décrit quand même bien le problème. Okay. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et encore une fois, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est le truc que ne fait aucun thermicien. Parce que le problème du thermicien est prédéfini. Okay. Et donc ensuite, une fois qu'on a défini le problème à résoudre, eh ben alors qu'est-ce qu'on a pour le comprendre, pour l'aborder? On a déjà tiré quelques-uns. Vous avez vu qu'il y a des histoires autour de chaleur qu'on produit, il y a des histoires autour de contact avec les fesses, enfin, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas de la thermique du bâtiment. Alors si on le fait très rapidement sur une image comme ça, mais j'aurais pu le faire sur la salle de classe ou quoi que ce soit, comment ça se présente? Imaginons que je m'intéresse à cette personne. D'accord? On ne la voit pas, on voit juste elle est sur la chaise. D'accord. Et je veux regarder toutes les choses qui vont influer sur son état de bien-être thermique. Je commence au plus proche d'elle. Elle est assise, elle ne bouge pas. Donc ça, on a déjà vu. C'est un paramètre lié au métabolisme, à la thermique humaine. D'accord? Mais je pourrais aménager son poste de travail pour qu'elle bouge, ou pour qu'elle soit sur un tapis, ou que sais-je. Enfin, je lui fais faire quelque chose. D'accord? Travail sédentaire, travail pas sédentaire. Bon, je peux constater qu'elle ne vient pas toute nue au bureau. On l'oublie un peu, hein, mais les habits, ça ne sert pas seulement à être joli, ça a une vraie fonction thermique. Il y a des tas d'emplois et de situations où l'habit est contraint. Quand vous êtes pompier, vous habillez pas n'importe comment. Quand vous travaillez sur du travail posté, etc. Donc on peut agir dessus.
Alors agir soit par, enfin comme surtout, soit par obligation, soit par aide, soit par incitation. D'accord? Je suis un fan du caleçon long, par exemple. Le caleçon long, c'est un truc de fou. Quand on isole les jambes, on fait l'équivalent d'une hausse de température de 1,5 degré. C'est pas rien, 1,5 degré. Donc l'habit, la manière dont sont habillés les gens, c'est un des paramètres. Il y a du mobilier, elle est sur une chaise, elle est sur un fauteuil, elle est sur un banc en chaîne. Bon, un banc en chaîne dans les bureaux, c'est plus rare. Mais elle est en contact proche avec du mobilier, elle va toucher des objets. Quand on touche, il y a de la chaleur également qui va circuler. Donc ça en fait partie. Elle est par ailleurs dans une pièce, dans une ambiance qui va avoir du rayonnement, qui va avoir une certaine température d'air, une certaine humidité, etc. Donc là, enfin j'ai de la thermique du bâtiment. Pas trop tôt, quand même. Et par ailleurs, cette pièce, j'ai toujours pas consommé d'énergie ni manipulé. Hein. Tout ça, c'est du passif, on pourrait dire. Par ailleurs, ça peut se passer à Helsinki, à Paris ou à Nice, ce truc-là, qui a une influence du climat, de l'implantation. Ça se passe pas partout pareil. J'en suis à 5. Et là-dedans, dans tout ça, je peux encore manipuler de l'énergie. Par exemple, mettre du chauffage dans les systèmes. Par exemple, lui mettre un siège chauffant en branchant. Donc j'ai encore toute une palette d'outils qui sont des systèmes actifs. Avec ça, j'ai tout. Là, j'ai tout le panel des solutions. Schématiquement, ça fait ça. Sur la chaleur, enfin sur le bien-être. Ça, c'est tout ce qui est un flux. D'accord ? Et il y a une chose qui caractérise ça, c'est qu'il n'y a pas de métier qui recouvre tout. Dans les classifications Pôle emploi. Enfin, dans n'importe lesquelles d'ailleurs. Okay ? Là, on est plutôt dans le domaine du bâtiment, de l'architecture. Là, on est là-haut chez les bureaux d'études. Là, on est chez les gens plutôt de la planification, ou du urbanisme, ou même de la politique d'entreprise, savoir où on va s'implanter. Là, on est plutôt dans les gens du mobilier. Là, on est chez les gens qui font du vêtement, donc soit du vêtement technique, soit de la mode, soit n'importe quoi, un peu de marketing aussi. Il y en a partout, du marketing. Et là, on est plutôt chez les ergonomes, voire dans les pratiques de bien-être et de développement personnel. D'accord ? Il n'y a pas de métier qui regroupe tout ça. Ce qui est embêtant. Enfin, ce qui est embêtant, qui rend la chose pas simple. Le fait que ce soit cloisonné, quand vous abordez un problème et que vous dites je peux utiliser tous les outils, ben finalement, vous n'avez pas tellement d'experts à appeler pour tout regarder. Et cette approche-là, donc nous on appelle ça les 6 continents parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Voilà. Ça se reproduit, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut avoir exactement le même type d'approche comme ça, qui s'éloigne du corps, sur les autres catégories de services. Ce qui fait qu'on a un modèle complet sur l'ensemble des services énergétiques et l'ensemble des leviers sur lesquels on peut agir. De la sphère qu'on appelle la plus intime, jusqu'à la plus extérieure, et avec des systèmes énergétiques qui peuvent agir à n'importe quel niveau. Et là, en fait, ce que vous avez, vous n'êtes pas obligé de tout apprendre. Mais c'est fait pour quoi ? C'est fait pour qu'on puisse, quel que soit le problème auquel on est confronté, avoir une espèce de checklist et de démarche qui nous disent « Ok, je vais regarder à tous les niveaux comment je peux résoudre. » Et on ouvre les portes. Toc, 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 toc. Ce n'est pas encore tout à fait des solutions techniques, parce qu'après, les solutions techniques, en général, elles se discutent avec les gens qui doivent mettre en œuvre. Mais ça permet de vérifier qu'on a bien ouvert toutes les portes. Et on verra après dans quel ordre on les prend. Ok. Ça va ? Là-dedans, la thermique du bâtiment, c'est un petit bout. Ce qui est bien, c'est que c'est super marrant à faire. Enfin, on s'amuse avec ce qu'on peut, mais... Bon, et là-dessus, il y a les systèmes énergétiques, qui sont une catégorie particulière, qui sont tout ce qui est transformation d'énergie. Ça, vous connaissez, mais on peut zoomer un petit peu dessus. Pourquoi est-ce qu'on les met à part ? Parce que c'est ça qui est coûteux. Au sens large de coûteux. C'est ça qu'on paye, c'est ça qui fait des impacts environnementaux, etc. C'est ça qui est le plus embêtant. Donc ça, bon, c'est un schéma sur les transformations. Vous voyez, on est sur les différents services, sur le bien-être, sur l'information, on peut transformer à peu près n'importe quoi en n'importe quoi. Pourquoi on les regarde ? Parce qu'en fait, ceux-là, ils sont un tout petit peu plus tordus, mais je vous les montre quand même. En fait, vous allez voir qu'il y a
si vous regardez ce qui se passe dans les bâtiments que vous connaissez, en gros, vous avez deux situations. Vous vous souvenez, l'énergie, c'est ce qui permet de rattraper l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on voudrait. Bon. Quand vous avez ce que vous voulez, par des moyens sans consommation d'énergie, bah vous êtes content. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle de besoin. Le besoin énergétique, c'est ça, c'est un écart. Okay. Donc ça va venir de la confrontation entre ce qu'on estime nécessaire à notre usage, à notre bien-être, qui va varier évidemment pour plus de simplicité entre les gens, et ce qui nous est offert par l'environnement et notre activité, enfin si on parle thermique, et notre habillement, etc. D'accord ? Et quand il y a un trop grand écart, on utilise de l'énergie pour rattraper l'écart. Ça marche ? Et c'est là qu'on va mettre du chauffage ou de la clim, pour aller se rapprocher de ce qu'on estime confortable. C'est le graphique le plus compliqué de tous. Ce qui veut dire que vous aurez toujours deux grands leviers, deux grandes catégories de leviers pour agir sur les questions énergétiques. Vous aurez tout ce qui est autour de la négociation de l'usage, de la négociation de la demande. Par exemple, si vous arrivez à faire en sorte que les gens s'habillent plus, vous allez décaler la zone dans laquelle ils vont être bien, donc décaler l'endroit où ils vont dire « bah non, il y a un trop grand écart entre ce que j'ai et ce que je voudrais ». D'accord ? C'est ce qu'on appelle la négociation de l'usage. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça ? Vous avez froid aux fesses sur les gradins, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre des coussins sous les fesses ? Ça se négocie. S'ils sont d'accord, problème résolu. Enfin, éventuellement, problème résolu. Ça peut même être particulièrement fourbe. C'est « ok, vous avez froid, est-ce que vous êtes d'accord si je vous fais un chèque de 1 000 €? Et vous râlez plus. Ok, négocier. Il n'y a pas de problème de surchauffe dans les bâtiments, par exemple, quand les gens ne se plaignent pas de la surchauffe. Donc tant qu'ils ne se plaignent pas, vous n'avez pas de surchauffe. Ça, c'est cool, ça. Hein ? Pas forcément. Ça peut être mutuellement profitable. C'est-à-dire que la thermique ne se règle pas que par des problèmes de thermique. Mes enfants, par exemple, quand je vais... Voilà, la corruption, ça marche, hein, avec des glaces. Il y a un peu l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'on nous vend le marketing, nous vend sans arrêt. Oui. Le fait qu'on aurait besoin de... Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Ce sont les mêmes leviers. Tu les as dans un sens ou dans l'autre. Absolument. Bon, on va parler du marketing. Ce que j'ai dit, c'est pas facile à vendre. On est bien dedans. Hein. Et puis par ailleurs, on peut aussi négocier, là j'ai mis dans le cas du bâtiment, mais on peut négocier les conditions qui nous sont naturellement offertes. Ça, c'est ce qu'on fait quand on fait, par exemple, de l'isolation, de l'étanchéité, etc. Quand on modifie les paramètres de conception du bâtiment, on va caler la zone dans laquelle il va fonctionner naturellement. Okay. Et donc, tous nos problèmes énergétiques vont toujours être des problèmes, non pas de performance du bâtiment ou de maîtrise d'usage, ce n'est toujours qu'une question de relation. L'objet sur lequel on travaille, ce qui consomme de l'énergie, c'est la relation d'un être humain avec un objet technique. Toujours. Comme dans le couple. Ce qui consomme de l'énergie, ce n'est pas monsieur ou madame, c'est la relation, c'est quand on est monsieur et madame ensemble, et c'est là que ça fonctionne. D'accord ? C'est pareil avec les bâtiments. C'est l'interaction. Et c'est ça qu'on ajuste. C'est ça l'objet de travail. Donc, je remonte au monde administrativo-conventionnel. Quand le monde administrativo-conventionnel dit on fixe la convention, donc l'usage est défini, et je ne peux plus travailler que sur le bâtiment, je n'ai qu'un des deux paramètres de la relation. Et donc, j'ai même pas la moitié des leviers. Okay. Donc, si on résume, après on peut approfondir, mais si on résume, ce qui marche bien quand même avec ça, et c'est pour ça que d'une certaine manière, enfin moi j'ai été obligé de me le faire ce truc-là, parce que je ne le trouvais pas ailleurs, parce que j'avais des tas de problèmes auxquels j'étais confronté en vrai, des gens qui me disaient j'ai froid, j'ai chaud, je ne suis pas bien, ça ne marche pas, etc., dans le monde réel. Avec ça, maintenant, je ne trouve plus de problème énergétique que j'arrive pas à poser et à résoudre, ou au moins à dire, si on voulait le résoudre, voilà les portes. Et après, débrouillez-vous. Ce qui n'est pas forcément plus simple, parce que ça implique, quand on a ouvert toutes les portes, qu'on donne toutes les possibilités aux gens, après, il faut choisir. Et assumer, ou prendre les responsabilités, ou n'importe. Ce qui est encore un autre sujet.
mais j'ai pas de cadre, j'ai pas de... Et je vous dis pas ça vraiment, enfin je vous le dis, même des trucs bizarres, genre un festival de musique, c'était le cas l'an dernier, on me dit voilà, tu saurais réfléchir à la transition énergétique des festivals de musique actuels. Je dis bah ouais, ok, on essaye. Bah, ça marche. On peut appliquer cette méthode-là sur un festival. Alors évidemment, c'est un peu vaste, parce qu'il y a un paquet de services quand même sur un truc comme ça. Mais ça fonctionne. Et on peut ouvrir toutes les portes et dire bah non, on va traiter tel sujet, tel sujet. Et s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Et ça, c'est vraiment le piège dans lequel on est aujourd'hui dans les bâtiments, c'est de résumer les problèmes énergétiques qu'on a dans les bâtiments à des problèmes, alors j'ai mis thermique du bâtiment, mais d'énergétique des bâtiments, de technique bâtiment en fait. Ça, c'est vraiment le piège. Ça va ? C'est cool ? Bon, ça va. Des remarques, des questions, avant qu'on attaque le problème 3, parce qu'on a fait le problème 1, du coup, je ferai le 3 après. Non ? Oui ? On travaille tous dans les politiques d'économie d'énergie. Quand on parle d'économie d'énergie, on parle aussi de sobriété. Oui. Et évidemment, ce que vous expliquez là, on a intégré. Le problème qu'on a surtout, c'est ce que nous, on travaille côté acteur public. Le problème de moyens, en fait, c'est surtout ça. On est bien conscient du problème. Tu peux préciser ce que tu appelles problème de moyens ? Il faut effectivement trouver des gens pour le faire, ça. Oui. Et il faut trouver les sous pour les payer, ces gens-là. Oui. Avant de s'engager dans les travaux, avant de s'engager dans des trucs qui sont facilement quantifiables derrière. En fait, une des principales conséquences de ça, de la manière de travailler là, c'est que, allez, dans je sais pas, 80% des cas, c'est un destructeur de travaux. C'est aussi un désintérêt. Je pense qu'on partage tout à fait le constat déjà à la base, de dire le problème il n'est pas que en quantité d'énergie consommée. Il y a bien le facteur isolé, il y a bien les techniques d'usage, connaître son patrimoine, etc. Enfin, ça c'est bien sûr. Oui. Et la question de la sobriété avant de penser à la performance énergétique, on l'a tous bien intégré. Oui. Le point qu'on a sur le territoire, je pense que c'est vraiment une question de moyens. J'ai peur de ne pas comprendre. Peut-être une problématique plus de méthodologie, parce que si on prenait les services dès la base, Oui. avant même de construire, même l'idée du bâtiment, Oui. on pourrait essayer de détourner en fait les Ouais. problématiques dans les coûts. En fait, peut-être on en reparle après, parce qu'en fait, par exemple, il y a un... Moi, je considère que 95% de ce qu'on appelle les audits énergétiques servent à rien. Parce qu'on ne peut rien en faire. Et en fait, de plus en plus, on a des gens qui viennent, qui me disent, on a l'audit, on ne sait pas quoi faire. Et donc, je te montrerai à la fin ce qu'on en fait. Mais entre autres, et bien souvent, mais c'est aussi parce que c'est à partir du moment où tu dis que les problèmes d'énergie dans les bâtiments sont des problèmes de performance des bâtiments et que donc il faut faire de la rénovation énergétique et que ce qu'on appelle la rénovation énergétique, c'est faire des travaux. Et on voit bien, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des trucs, tu vois. Il y a eu il n'y a pas longtemps un gros appel à projet sur aider les copros, par exemple. Alors, faire de la rénovation énergétique dans les copropriétés, je sais pas, il y en a qui ont essayé. C'est génial, hein. C'est vraiment le truc, tout le monde se casse les dents là-dessus. Et en fait, j'étais dans un truc, c'était un gros groupement, il y avait eu un truc avec les C2E. Il dit voilà, on a eu du financement pour faire des économies d'énergie dans les copropriétés. Et je suis allé aux premières réunions et deux, trois fois j'ai demandé attendez, est-ce que l'objectif c'est faire des économies d'énergie ou est-ce que c'est faire des travaux ? Et j'arrivais pas à comprendre. Et ils ont fini par me dire non, la mission ministère c'est engager des travaux. Et engager des travaux, c'est pas faire des économies d'énergie. Ce sont deux choses différentes. Il se trouve qu'il y a une association qui est liée à cette approche conventionnelle. D'accord ? À partir du moment où on construit la thermique conventionnelle, le seul moyen qu'on a effectivement sur un bâtiment pourri, si on touche à rien d'autre, c'est de changer le bâtiment, donc de faire des travaux. Mais si la vraie question, c'est de faire des économies d'énergie, alors il y a plein d'autres choses, moins coûteuses, plus faciles, plus rapides, que de faire des travaux. C'est pour ça aussi qu'on regarde de plus en plus du côté précarité. Parce que quand tu n'as pas de moyens, dire, c'est pas quand tu n'as pas de moyens que tu te dis, putain, le meilleur truc qu'il faudrait que je fasse quand même, ce serait de faire des travaux. En fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, quoi. Et on a eu pas mal de cas où, en intervenant sur les trucs, finalement, on se
dit, mais il y a plein de gens, encore une fois, c'est pas pour générer, je sais que dès qu'on touche à la précarité, c'est toujours un peu chatouilleux. Mais j'ai eu plein de cas, de trucs, de dire, mais les gens vivent dans beaucoup de mètres carrés tout pourris. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire juste peut-être moitié de mètres carrés bien? C'est très caricatural de dire ça, d'accord, mais où le service soit bien rendu sur une surface clean. Et encore une fois, quand on manipule tous ces leviers-là, en particulier quand on sort, on va en parler après, de l'indicateur température, parce qu'un des grands mots de la thermique du bâtiment aujourd'hui, c'est de considérer qu'il faut chauffer les pièces. Or, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on rend les gens bien. Et à partir du moment où on sort de ce dogme de dire ce qu'il faut, c'est une certaine température pour que les gens soient bien, on en parle après, on ouvre beaucoup de portes également. Parce que finalement, on arrive à faire des pièces bien non isolées. Ce qui fait bugger pas mal de thermiciens quand même. Et qui est même un peu gênant, parce que ce qu'on subventionne, c'est l'isolation. Enfin, ça pose tout un tas de problèmes. D'accord ? Mais d'où j'étais parti du coup ? Non, mais ma remarque, c'était un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire, on est bien conscient que le problème, avant d'engager les travaux, il est ailleurs. Oui. Et pour le traiter, ce que je disais, moi, mon sentiment dans l'histoire, pour avoir travaillé dans différents domaines, on est confronté aux économies d'énergie, que ce soit le logement, les mobilités, etc. À chaque fois, c'est trouver l'ingénierie pour aller discuter les choses. Et traiter le facteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'y vas pas et que si tu n'as pas les moyens d'y aller et de causer avec les gens, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'est ça ? C'est ça en tout cas. Il y a un problème là-dessus. On passe beaucoup de temps effectivement, à subventionner des choses quantifiables, des travaux, des diagnostics qui permettent de quantifier les économies d'énergie réalisées, mais pas spécialement des choses matérielles que vous avez. Ouais. On en reparle à la fin. Tu vois, il y a une variante sur laquelle. Après, il y a aussi le problème qui change dans le temps. Parce que souvent, quand on construit le gymnase, au départ, c'était juste pour leur valeur. Ouais. Et finalement, il y a des gens qui font du yoga, Oui. qui n'avaient pas de salle. Et puis finalement, ça pourrait servir aussi de garderie. Oui. Au début, le problème était posé, était clair. Oui. Et à la fin, Tout à fait. c'est plus du tout le même problème. Tout à fait. On a une municipalité qui a changé au milieu les façons de voir les Oui. choses. Et C'est vrai. On avait un problème défini, mais qui ne correspond plus à la réalité à la fin. Tout à fait. C'est super dur à gérer. Oui, mais c'est beaucoup plus facile quand tu l'abordes comme ça, parce que tu n'as plus comme seule possibilité de se dire il faudrait changer le bâtiment. On a eu le cas il n'y a pas longtemps, encore dans les trucs de musique actuelle, celui-là c'est vraiment un ovni. On est allé à Rochefort où il y a un gros studio d'enregistrement. Un studio spécialisé dans le jazz, non, même le pire, dans les bruitages, c'est l'enfer ces gens-là. C'est des gens, ils enregistrent des bruits de chaises. Donc tu ne peux pas t'asseoir sur les chaises parce que c'est la chaise qui fait le bruit quand tu t'assois dessus. Bon. Donc c'est des locaux hyper particuliers, hyper contraints, et ils se sont installés dans un vieux gymnase des années 50, dans un vieux gymnase, cinéma, dont le toit est ouvert. C'est-à-dire ils n'ont pas pu fermer le toit en fait. Enfin il est ouvert au sens étanchéité à l'air et isolation. Donc ils entendent les pigeons, acoustiquement c'est un problème, mais surtout ils ont une espèce de cathédrale justement, tu es comme dans une église, avec des mecs au fond qui bougent des chaises, quoi, comme ça. Et bien là, on est vraiment dans un gros changement d'usage. C'est-à-dire, tu avais un cinéma, donc c'est un truc, c'est cadré, tu as 2 heures, il faut qu'il fasse 22 degrés, et ça chauffait avec une espèce d'énorme chaudière. Et là, tu te retrouves dans un truc où tu as des gens qui ne bougent pas tout seuls dans une grande salle, ou en plus des violonistes et des gens avec des cuivres, si la température bouge, l'accord bouge, donc ça impacte toute leur productivité de musique, de tout ce que tu veux. Voilà. Mais si tu te dis qu'à chaque fois que tu fais ça, il faut que tu retouches le bâtiment, c'est mort. C'est mort. Par contre, on peut bosser sur tous les continents inférieurs, justement. Et ça, on peut l'organiser. Donc, ça facilite, ça ne fait pas tout, mais au moins, tu te dis, ok, c'est jouable. Déjà, le problème de base qu'on pourrait dire, c'est de dire, de toute façon, un bâtiment, et plus il est performant, pire c'est. Les bâtiments ne peuvent pas tout accueillir. Ils ont leur comportement naturel qui est adapté à un usage. Et plus ils sont performants au sens actuel, moins ils sont tolérants. C'est-à-dire plus ça part vite si tu dérives de l'usage prévu. Donc ça a aggravé, la recherche de performance conventionnelle a aggravé ces problèmes-là. Mais donc ça c'est déjà un souci. On peut mettre n'importe quoi, n'importe où et ça va s'arranger. Mais par ailleurs, tu as quand même ce genre de démarche qui, comme tu as plein d'autres leviers, pour peu qu'ils soient acceptables et qu'ils soient travaillés et qu'ils soient compris,
par les gens qui vont devoir les mobiliser, c'est quand même plus souple. C'est quand même plus souple. D'ailleurs, les banques d'accueil, normalement, il n'y a aucune banque d'accueil avec une méthode comme ça qui devrait être invivable. C'est facile à faire, une fois que tu as compris. Ça va ? On va poursuivre un petit peu parce qu'on a quand même une... Ah oui, il faut avancer. Une chose, donc voilà, on a fait le plus lourd. Les échanges sont passionnants. Ouais. Alors, par ailleurs, c'est déprimant. C'est-à-dire, c'est dur, quoi. Justement, on en parlait. Bon, je vais passer un peu plus vite parce que là, on est vraiment passé sur la méthode parce que c'est des trucs qui peuvent... Enfin, normalement, après, vous pouvez même commencer à l'appliquer. Hein, ça va assez vite, quoi. J'ai parlé de résoudre un problème énergétique. J'ai dit, on ouvre toutes les portes. Si on fait juste ça, on fait de la pure technique d'une certaine manière, on résout le problème. On dit, si tu veux être mieux, tac, 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 il y a tout ça. Sauf que le problème, c'est pas que ça, quoi. Ce qu'il faut, c'est trouver la meilleure manière. Il y a une hiérarchie, toutes les solutions ne sont pas égales. Je vous ai dit, les systèmes énergétiques, dès qu'on consomme de l'énergie, c'est plus problématique qu'autre chose. On fait de la sobriété avant de faire de l'efficacité, normalement. Okay. Donc, pourquoi c'est déprimant ? Pourquoi tous les gens de la thermique du bâtiment dépriment ? Parce qu'on est dans un monde qui valorise les moyens. On a dit, on paye des travaux, on paye des trucs, tout ça. Et quand on fait que ça, on perd le sens. Ça, je vous le passe vite. Okay, c'est un truc qui a été modélisé par un monsieur qui s'appelle Simon Sinek. Donc, à la base, si je m'étais arrêté là, j'aurais pu vous dire, le design énergétique, c'est une méthode pour faire de l'énergétique dans les locaux et n'importe où ailleurs, et puis être très fort en énergétique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de saveur. C'est pour ça que ce truc-là part d'une éthique, ce qui n'est pas le cas d'une réglementation. La réglementation en elle-même, elle n'est pas là pour avoir une éthique. Okay. Alors que là, si. C'est même le point de départ. Alors on a appelé ça le réhumanisme. Pourquoi on a appelé ça le réhumanisme ? Parce qu'on dit, en fait, on va définir une hiérarchie dans les solutions qu'on privilégie. Alors, il y a une logique aussi pour ça, je vous montrerai après. Ça consiste à utiliser et développer au maximum les capacités proprement humaines. Donc c'est pareil, je vais ouvrir une porte, il y aura de quoi débattre longuement, surtout en buvant un coup. Mais je vous l'explique brièvement. Le plus simple pour le comprendre, c'est par rapport à ce qu'on appelle le transhumanisme. Quand je prends le petit-déj avec... Il faut que j'arrête de la faire, celle-là. Quand je prends le petit-déj avec Elon Musk, on n'est pas d'accord. Le transhumanisme postule que par la technologie, par les ressources, par beaucoup d'intelligence très technique, l'homme va développer ses capacités. Le réhumanisme postule le contraire. Il dit plutôt que, en fait, l'être humain a déjà un paquet de capacités innées pour gérer son environnement et que c'est justement en les mobilisant, en les utilisant, voire en les développant, qu'on peut se libérer de la dépendance technique et de la dépendance énergétique. C'est quand même celle-là qui nous pose problème. Donc ça, c'est un postulat, quoi. C'est une vision. Donc ce monsieur, c'est Wim Hof. Là. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller fouiller. Monsieur qui aime le froid. Et donc ça nous emmène, entre autres, il y a un thème qu'on creuse beaucoup, qui est la notion de confort. Il y a pas de mot. En ce moment, je suis vraiment fâché après ce mot. Je trouve que c'est un des mots les plus pourris qu'on puisse trouver. On a vraiment, dans les bâtiments en particulier, une injonction de confort. Alors le confort, c'est un truc récent. Hein. La théorie classique du confort a été développée dans les années 60-70, plutôt par des chauffagistes américains. Bon, si je le fais très bref, cette recherche du confort, qui est en fait une fuite de l'inconfort, éviter les inconforts, a d'abord été imaginée dans les bureaux. Pourquoi ? Parce que l'inconfort dans les bureaux, c'est une baisse de productivité. Voilà. C'est de là qu'elle vient, cette théorie-là. Et bien, cette fuite de l'inconfort, elle nous amène en fait naturellement à un monde uniforme, sans qu'on soit confronté à des inconforts. Okay ? C'est ça la tendance. Bon, ça vous emmène vers Wall-E, si vous voulez. Or, quand on creuse, c'est pas de ça qu'on se nourrit. Alors, il y a un bouquin qui vient d'être réédité, un bouquin culte, il vient d'être réédité, il était introuvable. Architecture et volupté thermique, de Lisa Heichong, édition parenthèse, je vous recommande ça absolument. Dans la vie, on ne cherche pas le confort tout le temps. Si c'était ça, personne n'irait faire des stages de survie, personne n'irait faire des randonnées, personne ne ferait de VTT, jamais. Voilà, on passerait notre temps assis dans un confort comme ça uniforme. D'accord ? Donc il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. C'est bien d'avoir des espaces confortables, des moments confortables. Je vous renvoie à la définition géographique et temporelle.
Mais pas tout le temps. L'être humain se nourrit de contrastes. D'accord ? Et c'est encore pire que ça. Là, je ne vais pas approfondir là-dessus, mais si on ne s'expose pas régulièrement à des inconforts, de nombreuses de nos capacités dépérissent. Et on est de plus en plus, moins on est exposé à l'inconfort, moins on est tolérant à l'inconfort. Et donc on observe, depuis plusieurs dizaines d'années, une hausse des températures de consigne dans les bâtiments. Vous pourrez trouver des exemples de ça dans pas mal d'autres domaines. On ne va pas parler d'immunité, hein, c'est un sujet chaud depuis quelques temps. Mais c'est un phénomène qui existe, ce truc-là. Le fait de s'exposer mobilise nos capacités. C'est pas l'hormèse ? C'est l'hormèse. C'est le principe d'hormèse. Tout à fait. Voilà. Donc, tu t'épelleras le mot pour les... Donc, et pourquoi ça nous intéresse du point de vue de l'énergétique, c'est que pour nous qui travaillons sur ces notions-là, c'est pas un truc abstrait, c'est pas juste des calculs, c'est pas juste des audits. L'énergétique, c'est un truc vivant. C'est des gens qui râlent, qui ont froid, qui sont pas bien, qui veulent courir. Enfin voilà, tout ça, c'est ce qu'on a dit. Hein, c'est toi qui me disais, je crois. C'est partout, c'est la vie, etc. Voilà. C'est un truc vivant. Donc, si on est déconnecté de ce truc-là, on peut rien faire pour le vrai monde. Donc, la conséquence de ça, le fait de postuler le réhumanisme comme un préalable en fait aux démarches énergétiques, c'est deux choses. Ça veut dire qu'on considère que pour bien manipuler ces notions-là, il faut aller les expérimenter, pour les connecter à une expérience vécue. Entre autres, aller explorer les notions d'inconfort. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous mettre dans de l'eau à 2 degrés. C'est pas obligé, ça c'est moi. Ça c'est notre coach. Mais c'est bien d'aller l'expérimenter, au moins de reconnecter à des choses que vous faites, parce que très probablement vous en faites, en fait. Des choses inconfortables. Peut-être même que vous y prenez du plaisir. C'est important de le voir quand on aime ça. Quand je demande des fois dans les formations, je dis racontez-moi un souvenir thermique, les gens me racontent quasi tous, disent quand j'étais petit j'allais me rouler dans la neige, à l'époque il y avait de la neige, et puis on buvait un chocolat chaud, on avait hyper froid, et on buvait le chocolat chaud et c'était trop bien et tout. Ce n'est pas confortable. Ça c'est pas confortable. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce mot de volupté qu'on utilise. En opposition à ce mauvais confort, cette espèce de truc d'uniformité. Voilà. Ce que ça implique que dans les outils qu'on utilise, j'ai basculé les 6 continents, on met une hiérarchie qu'on appelle la triple hiérarchie, qui est très inspirée du triptyque négawatt, qui l'élargit. Je vous le fais rapide. On privilégie systématiquement les solutions endogènes par rapport aux solutions exogènes, c'est-à-dire on préfère que les gens trouvent la solution par eux-mêmes plutôt que de leur fournir de l'extérieur. Okay, c'est mieux quand quelqu'un pédale tout seul que quand il mobilise les jambes d'un cheval. On considère que c'est une solution de meilleure qualité. C'est mieux de se chauffer soi-même les doigts plutôt que d'aller chauffer de la chaleur à l'extérieur. C'est plutôt de la sobriété, mais c'est une sobriété ramenée sur notre capacité à se fournir le service dont on a besoin. Deuxième hiérarchie, on privilégie systématiquement les solutions passives par rapport aux solutions actives. Donc les systèmes, ils arrivent en dernier. On se débrouille toujours avec un truc c'est plutôt de l'efficacité, ça, au sens négawatt. On aime mieux des gants bien faits que des gants mal faits avec une pile. Et tout cela n'étant pas binaire, on préfère un petit véhicule électrique qu'un gros véhicule électrique, à service égal. D'accord ? Ça, c'est moins actif que ça. Il y a un panel, quoi. Et troisième hiérarchie, plus classique, on privilégie les énergies de flux par rapport aux énergies de stock. Quitte à prendre du gaz, on est mieux qu'il soit d'origine de la nature. Et quitte à faire voler un avion, on est mieux qu'il vole avec une énergie d'origine renouvelable. Voilà. C'est la grande ligne. Donc cette triple hiérarchie, ça donne ça vous l'avez déjà vu, mais ça veut dire qu'on commence toujours par là. Et on creuse d'abord tout ce qu'on peut déverrouiller ici, puis on va ici, puis on va ici, puis on va ici. Ce qui fait que le bâtiment arrive souvent assez tard. C'est pour ça qu'on se retrouve destructeur de travaux. Bien souvent. Parce qu'on résout les problèmes en amont de la partie travaux. On est plus proche du corps. Ok ? Salle de classe, par exemple. Alors, si on le fait. Salle de classe où il fait trop chaud, par exemple. Bon, Jean-Michel Blanquer a dit qu'il n'y a pas de salle de classe où il fait trop chaud. Il l'a dit en 2019, en juin. Il dit les écoles sont dans un bon état thermique, il a dit.
les a pas toutes vues, je pense. Mais bon, il se trouve qu'il fait un peu chaud des fois dans les salles de classe. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer rapidement cette histoire de triple hiérarchie? Je pars du plus près du corps. Les jupettes, c'est mieux qu'un pantalon. Assis, c'est pas mal. C'est pas le moment, quand il fait chaud, c'est pas le moment pour aller faire le rugby. C'est des trucs débiles, mais au moins, enfin débiles. C'est naturel, mais au moins, on les pose. On les pose et c'est un vrai paramètre de conception. On dit, ok, activité moins active, peut-être s'il y a des activités avec de la production de chaleur, c'est plutôt le matin parce qu'il fait plus frais, etc. Le mobilier, l'habillement, je repars plus à l'extérieur. Sur le local, il faut que les températures soient les plus basses, que je sois sur du rayonnement froid, donc tout est fermé. Encore faut-il pouvoir fermer. Souvenez-vous, j'en profite pour vous le dire, souvenez-vous que 80% du temps, il n'y a personne. Et donc l'enjeu, c'est que ce soit frais quand les gens arrivent. Ça veut dire que, en fait, on organise les principales actions doivent se faire quand il n'y a personne. C'était mal formulé. C'est-à-dire que tout se joue sur l'état dans lequel on va laisser le local quand il n'y a personne. Donc tout se passe en fait quand les gens s'en vont. Parce que c'est là qu'on prépare le lendemain. C'est une des difficultés du traitement des surchauffes. C'est qu'on a un coup d'avance. D'accord ? Mais ça veut dire qu'il y a un fort levier qui est d'organiser le non-usage, d'organiser la non-présence. D'accord ? Sur la banque d'accueil, alors qu'est-ce qu'on fait pour ces petites dames ? On peut leur fournir des habillements. Comment ? On leur met des pantalons. Oui, on peut leur en proposer. J'ai connu une fois, j'avais donné mon sang, il y avait une infirmière à l'accueil, banque d'accueil du don du sang. Voilà, c'est nouveau, c'est la galère. Elle avait un gros jupon, elle fabriquait des jupons en polaire pour ses collègues. Ça se voyait sous sa blouse. Enfin, je ne suis pas allé voir. Je me suis permis de lui demander. Donc, ça, là, on est très près du corps, très bonne solution. Ok. On peut travailler sur le mobilier éventuellement. Il y a un truc qui marche à beaucoup d'endroits. Dès qu'on a du grand volume, de la grande hauteur et qu'on veut localiser une ambiance, là on passe directement à l'échelle des systèmes. C'est qu'on ne peut pas travailler sur la température de l'air, parce que ça coûtera un bras, etc. Donc on travaille sur le rayonnement. Tout ce qui est chauffage rayonnant ou appareil rayonnant, centré sur les personnes. C'est-à-dire qu'on arrose. On arrose ponctuellement. On ferme. Comment ? On ferme. Moi, on peut fermer. Je fais un petit low-jet fermé. Après, tout ça, enfin, l'un n'empêche pas l'autre, hein, tout peut aller avec, bien sûr. Quoi d'autre ? Des bonnets ? Ça se fait moins. Mais presque, ce qui est marrant, c'est que des fois, disons que notre boulot, plutôt en accompagnement ou en expertise, il est de balancer des pistes comme ça, mais souvent, ça arrive, on lance un truc, ils disent, ah bah non, le bonnet, c'est débile, mais je sais pas quoi, les perruques, parce que c'est trop cool et qu'on est fabricant de perruques. Enfin, c'est pas le meilleur exemple. Mais ça arrive, c'est-à-dire qu'une fois qu'on donne les clés, souvent, les gens trouvent eux-mêmes. Et alors le gymnase, bon, les gradins quand même. Parce que quand vous prenez le gymnase, ce qui est compliqué dans le gymnase, c'est qu'ils sont dans la même enceinte. Donc même température d'air. Donc idéalement, il faut prendre la plus basse. C'est-à-dire, bien pour faire du sport, égale 13, 14, 15. D'accord ? Pour ceux qui doivent dégager plus de chaleur, parce que c'est ce qui est le plus compliqué, puis c'est d'abord fait pour faire du sport. Ça veut dire que dans les gradins, 13, 14, 15, si vous ne bougez pas, vous avez froid. Donc on va travailler sur tous les autres leviers. Tout ce qui est habillement, tout ce qui est conduction, contact. Éventuellement, là aussi on peut travailler du zonage par rayonnement. Comment ? Sous les bancs. Voilà. Alors on peut soit chauffer les bancs, soit arroser par-dessus. Enfin, voilà. Après on creuse. Une fois qu'on a pigé, ça déroule. On a un cas, par exemple, encore une fois sur les salles de spectacle, on a un vrai problème de renouvellement d'air parce qu'il faut faire un gros renouvellement d'air pour le public, mais il faut garder de la fumée sur la scène. Parce que c'est le critère. S'il y a la fumée qui s'en va de la scène, toutes les ventiles sont arrêtées. Ce qui fait qu'en France, la plupart des ventiles sont arrêtés en situation de concert. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus d'éclairage si vous n'avez plus de fumée. Et
quand vous achetez un spectacle, il faut qu'il y ait des éclairages. D'accord ? Ça veut dire qu'on a deux besoins de ventilation très différents sur le plateau et sur la salle, qui sont pourtant des zones aéroliques qui communiquent. Une fois qu'on a compris, on sait le faire. Sauf que si on ne l'a pas compris, ça donne juste des balayages qui emmènent les fumées. Et donc les ventilations sont coupées dans la plupart des salles de concert. Ok. Bon, c'est une définition, on peut accélérer, c'est pas grave. Donc le deuxième problème qu'on n'a pas abordé, ça se vend pas bien. Pourquoi ça se vend pas bien? Pourquoi c'est pas hyper sexy quand même ces histoires-là et que tout le monde ne se rue pas là-dessus en se disant mais c'est génial la performance énergétique, c'est vraiment le truc. À part nous, enfin, à part dans l'espèce de cercle de parole comme ça. J'ai mis longtemps à le comprendre hein, quand même. Bon, ça c'est une situation que j'aime bien ressortir parce que c'est connu, c'est un peu de base, mais elle date de 2015. Le modèle constructif de la performance énergétique appelle une révolution culturelle du secteur du bâtiment, une conversion identitaire et un changement de modèle économique. La technique, c'est facile. Tout ce qu'on a parlé au début, c'est facile. Enfin, une fois qu'on sait, il n'y a plus qu'à dérouler. Économique, c'est quand même plus compliqué, toujours. Et le pire, c'est culturel. C'est-à-dire vraiment le système de valeur. C'est là-dessus qu'on bute en fait. Parce que même l'argent, on le trouve quand ça embarque. Okay, l'argent, il y en a. On ne dirait pas des fois. Et il se trouve que dans le domaine du bâtiment, on est dans un monde où on vend des moyens. On vend soit du temps, soit du montant de travaux. C'est là-dessus que les gens se rémunèrent. Et ça, c'est vraiment problématique parce que les bonnes solutions, on l'a vu, ce n'est pas forcément celles qui font des travaux. Et même souvent, si on prend l'approche design énergétique, moins il y a de travaux, mieux on se porte. Donc, moins il y a de travaux, moins on gagne dessous. Donc, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Okay, c'est comme ça que j'ai coulé avant. D'accord, je disais, moi, je vends mon temps réel que j'y passe, hein, mais comme j'allais de plus en plus vite, il fallait de plus en plus de clients et donc ça n'allait pas. Donc ça, c'est un modèle qui ne va pas. Et donc, il faut en trouver un autre. Parce que toute l'économie fonctionne là-dessus, du secteur. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on fait aujourd'hui pour sortir de ce modèle. Encore une fois, c'est plus pour vous montrer ce qu'on a dû trouver, parce qu'il se trouve que, en vrai, dans notre activité de bureau d'études, on ne fait pas de dans la majorité des cas, on ne fait pas de travaux, en tout cas, on n'est pas impliqué dedans. Et de toute façon, la qualité de notre prestation ne peut pas être liée à un montant de travaux, c'est absurde. Okay. Et par ailleurs, avoir une idée, ça ne se mesure pas au temps qu'on y passe. Ça se saurait, quoi. Quand on réfléchit 2 fois plus longtemps, on a des idées 2 fois meilleures. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, voilà comment c'est le genre d'offre aujourd'hui, de contenu. Je ne vous mets pas de prix. La question, c'est le contenu. C'est qu'est-ce qui est vendu, en fait. Okay. Typiquement, pour de l'audit, en fait, de plus en plus, on se rend compte qu'on met en face d'une prestation typique traditionnelle, typiquement l'audit énergétique tel qu'il est demandé classiquement, on se retrouve à mettre, pas par opposition, mais parce qu'il y a un besoin, une offre différente, bâtie sur le type de travail qu'on fait. Donc ça, c'est un truc, on vient de finir de le prototyper, qu'on appelait l'audit quantique. C'est venu du fait qu'on avait des gens, comme je t'ai dit, qui viennent en disant, on a fait l'audit, on a un rapport comme ça, les mecs nous disent, écoutez, il y a 3 possibilités, soit vous changez les fenêtres, soit vous isolez la toiture, soit vous changez les fenêtres et vous isolez la toiture. Ils disent, c'est pas tout à fait ça qu'on voudrait quand même, on a l'impression que ça va pas aller très loin cette affaire. Et donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on monte une équipe de maîtrise d'œuvre. Donc ça marche surtout sur les gros bâtiments, c'est-à-dire à partir d'1 million de travaux quand même. Et l'idée, c'est de faire une faisabilité. En une journée, on a 75% du boulot et en 15 jours, on a la faisabilité. Mais pourquoi on fait ça? C'est de dire... Un des problèmes qu'on a avec l'audit classique, c'est que c'est surtout un inventaire. C'est-à-dire que c'est hyper analytique, c'est très précis. Et ça pose l'hypothèse que quand on a cet inventaire très analytique, on va pouvoir poser une vision. Et là, l'idée, c'est de faire le contraire. C'est de dire un expert, quand tu fais intervenir un expert, c'est quelqu'un qui a la vision, avant de pouvoir la décrire de manière analytique. C'est plutôt comme ça. Et donc, on monte une équipe, on y va, on passe la journée avec l'ensemble des gens, les maîtres d'ouvrage, etc.
Et on pose la vision à la fin de la journée. Ou 2 visions, ou 3 visions. Et ensuite, on fera de l'analytique. Donc on le retourne. Et donc là-dedans, il n'y a ni une histoire de temps, ni une histoire de montant de travaux. Parce qu'en fait, ce qu'on vend, c'est aussi du non-temps. C'est-à-dire la faisabilité en 15 jours, c'est quand même pas courant. Ça, c'est un autre exemple. On a pas de difficulté avec la formation pro. C'est un peu compliqué, la formation professionnelle en France, je trouve. Et ce qu'on s'est dit il n'y a pas longtemps, en particulier sur la surchauffe. Alors la surchauffe, c'est un problème particulier parce que au moins la moitié des paramètres qui influent sur la surchauffe ne sont pas du ressort de la thermique classique. Et bien souvent, ce qu'on voit en formation pro ne nous permet pas vraiment d'être opérationnel sur un parc de bâtiments. Parce que les problèmes sont variés, parce qu'il y a tout un tas de trucs. Et donc ce qu'on fait, on s'est dit, typiquement pour ça a commencé avec des gens qui sont responsables de patrimoine. C'est-à-dire des gens, il y en a parmi vous, peut-être des gens en Comcom, ils ont un parc de 100, 150 bâtiments, et il y a des problèmes de surchauffe divers à différents endroits. Qu'est-ce qu'on fait pour aller au plus vite possible, pour qu'ils aient plus besoin d'appeler des gens, que ce soit des climatiseurs, des gens qui vendent des clims et qui veulent leur vendre des clims, ou des gens qui vendent des films par soleil, pour mettre des films par soleil, etc., mais qui puissent avoir l'autonomie de dire « Ok, je vois où est le problème, je vois sur quoi ça influe, je vois ce qu'on va corriger », et encore une fois, avoir la vision avant d'aller vers l'analytique et les solutions. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mixe du contenu théorique, un cours quoi, en disant voilà, la surchauffe ça fonctionne comme ça, bam bam bam, il y a 20 paramètres, il faut les prendre dans tel ordre, ça se fait en c'est 7 heures je crois. Et après, on fait du projet ensemble. Et en fait, on est de moins en moins là. C'est-à-dire, premier projet, on le fait main dans la main. Deuxième projet, ils le font quasiment tout seuls. Et après, on ne fait plus que de la hotline pour les cas où ils sont angoissés. Parce que l'enjeu, c'est d'aller vite, en fait. Il n'y a aucun intérêt à avoir besoin d'un expert partout. Et puis là, on commence à bosser sur vendre. C'est-à-dire le marketing de la performance énergétique. Parce que c'est pas possible, ça fait 30 ans qu'on n'arrête pas de se demander mais comment convaincre, comment embarquer les copros et machin. Tout le monde s'en fout. Enfin, l'énergétique, ça n'est pas intéressant. À part pour nous. Nous, on aime ça. On est un peu des geeks. Mais pour la plupart des gens, c'est pas ça. Donc, si c'est pas ça, pourtant, il y a des choses qui se vendent. On arrive à vendre des choses vraiment inutiles quand même. Pas seulement les Tesla. Enfin, les Tesla, c'est pas le pire. Mais on sait vendre. Ça fait des centaines d'années qu'on sait vendre. Donc il y a une histoire de faire se retrouver ces trucs-là, de dire, ok, comment, si moi je trouve ça cool, c'est pas pour ça que les gens trouveront quelque chose autour de la performance énergétique, sexy, intéressant, etc. Mais on doit pouvoir trouver quelque chose qui fait que, putain, les gens se bousculent pour avoir ça. Fassent les malins auprès de leurs voisins en disant, t'as vu, j'ai fait une rénovation énergétique. Probablement, si on sort du modèle de dire, ce qui est intéressant dans la performance énergétique, c'est la performance énergétique. Parce qu'en vrai, c'est pas ça. Là, on discute par exemple en ce moment avec un gros promoteur c'est des gens qui font des bureaux, mais ils font des bureaux partagés. Comment on appelle ça? Pas des tiers-lieux, mais mais à plusieurs entreprises, quoi. Voilà, des coworking. Des coworking en Belgique. Voilà. Et eux, leur argument, c'est de dire, bah nous, alors c'est plutôt haut de gamme. Ils disent, nous, on y est bien pour travailler, parce que quand vous travaillez bien, vous êtes plus... Enfin voilà, un discours de bureau, quoi. Normal. Et donc la question, c'est comment est-ce que des choses autour de l'énergie, traitées d'une manière économe, performante, etc., servent un discours comme ça. Fait que tout le monde est gagnant. C'est pas mal de faire des bureaux que les gens vendent bien. De toute façon, s'ils ne les vendent pas, ils ne vont pas y arriver. On a le même sujet, là, avec une entreprise de gros œuvres. Ils doivent être 250 salariés, ils ont toujours fait du béton, ça fait 50 ans qu'ils font du béton, et ils disent bah maintenant c'est fini, on ne fait plus de béton, on veut faire de la paille. Bon, c'est pas petit quand même, comme changement. Le problème qu'ils ont, c'est pas un problème technique, c'est pas un problème de performance énergétique, c'est un problème de business model. C'est-à-dire qu'ils vendaient pour le moment à des gens qui achetaient des bureaux en béton. Et aujourd'hui, ils doivent vendre des bureaux qui fonctionnent différemment. Leur produit n'est pas le même, on ne peut pas vendre un produit différent à un même client. Et les questions, elles sont là. Elles sont qu'est-ce qui... La vente au sens large, l'appropriation d'un sujet se fait
quand le bénéfice pour la personne, le bénéfice perçu pour la personne, excède le coût, quel que soit le coût, pas seulement en euros. Et il est là le jeu, et ça s'appelle du marketing. C'est chaud, mais... Et là, on a un vrai boulot, nous, parce qu'on a vraiment de cette culture technique en disant, bah, si les gens ont compris, ils vont acheter. Et c'est mort. Enfin, ça fait 30 ans qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et alors, pour finir, et après on discute. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Pour le moment, et par rapport à ma boîte d'avant, bah, au moins, elle tient le coup, celle-là. L'avantage, c'est que, comme je l'ai dit, ça marche partout, sur tout. J'ai remis la raclette quand même, parce que la raclette, c'est un sujet énergétique important. Ça s'applique à tout, tout le temps. Donc, il n'y a qu'à jouer, il n'y a qu'à y aller. C'est le contraire d'un boulot où on y va, on fait des calculs et puis on applique. Voilà. Je vous donne deux, trois ressources avant si vous voulez fouiller. Il y a des bouquins, il y a des e-books, maintenant ça marche avec des groupes sur LinkedIn autour du design énergétique. Il y a le blog que tu connais. Et puis maintenant nous avons une chaîne YouTube. D'ailleurs on fait jeune. Voilà. Si vous voulez fouiller et approfondir. Allez, maintenant c'est à vous.